Et l'article 24 de cette même constitution précise participer à ces combats. Sur le plan national, il y a des détournements et ainsi améliorer la gouvernance et garantir le développement de la RDC. Proposition de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. Jugé recevable par la plénière du 18 juin 2020, à la date et au moment où je vous parle, les travaux en commission de cette proposition n'ont jamais démarré. Et nous devons souligner que nous ne devons pas continuer à torpiller les décrets de 1940. Il nous faut, en République démocratique du Congo, une loi matrice de lutte contre la corruption qui intègre la prévention et la répression. Et c'est là, il n'y a pas de lutte contre la corruption sans l'implication de la justice. C'est pourquoi la RDC a adhéré et ratifié les instruments régionaux et internationaux. De ces instruments, comme je viens de le dire, la Convention des Nations Unies contre la corruption fait des recommandations aux États partis à inclure dans les principes généraux standards dans le cadre de la législation interne. Mais seule l'Union africaine fait obligation aux États partis de les appliquer. Elle est donc beaucoup plus contraignante. En conclusion, la réussite dans cette lutte repose sur les changements des lois. La société civile doit promouvoir la lutte contre la corruption par la participation citoyenne, surtout dans le suivi de sa mise en œuvre. Alors que la presse doit en assurer une large diffusion pour que nul n'en ignore les contenus. Ainsi, nous allons bâtir l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Les commissions d'enquête parlementaire, le jugement des comptes de la Cour des comptes. S'il vous plaît. Merci beaucoup, honorable. Merci pour tout, ça a été clair. Ça ne sert à rien de redonner ce qui a été dit et nous prenons du temps. Le professeur Louzolo Bangui-Dissa, qui va s'entretenir sur le phénomène de la corruption à du Congo. Professeur, vous avez 15 minutes. Messieurs, mesdames, messieurs les professeurs, mes chers collègues, mesdemoiselles, messieurs les étudiants, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectés. Je remercie Monsieur le recteur pour nous avoir offert ce cadre qui est un cadre naturel d'échange, de partage de savoir sur une question d'intérêt commun et qui touche sensiblement à notre vie et à notre quotidien. Je remercie particulièrement l'inspecteur général chef des services de l'IGF qui s'est engagé farouchement dans ce combat, un combat que je connais
C'est pourquoi j'ai le mérite de pouvoir évaluer son action et l'encourager publiquement, et surtout pour l'initiative de cet échange citoyen qui nous est offert aujourd'hui. Dans cette même salle, où, au départ étudiant, un jour, monsieur le recteur, nous avons été proclamés qui licencié en droit, qui économiste, qui médecin. Du haut du savoir de l'université, en train de nous adresser à notre population. Quel est le sens de cette rencontre? C'est l'interpellation de notre qualité d'enseignant. Le pourquoi. Qu'est-ce que nous faisons à l'université? Quel est l'impact de notre métier d'enseignant sur le développement de notre pays? L'IGF a à juste titre une raison de nous interpeller. Et donc pour ces 15-20 minutes qui me sont accordées, je vais m'exercer assez rapidement pour dire l'essentiel. L'essentiel plus que pour un enseignement d'une année. Parce que parfois dans la vie, 5 minutes de vérité valent mieux que parfois toute une vie de mensonge. Je saisis cette opportunité pour aborder une question qu'est la corruption et le détournement de deniers publics, garantie de bonne gouvernance, gage du développement. Question épineuse, mais une question qui nous interpelle au quotidien. Monsieur le recteur, l'état de notre salle de promotion, vous l'avez dit vous-même, que quand nous étions étudiants, quand nous terminions, nous sommes étudiants. C'est aussi un effet de la corruption. Finalement, pour aller méthodiquement, je vais aborder rapidement en 5 points la définition de la corruption et la bonne gouvernance, comme étant une piste de solution. On va parler du cadre légal et normatif de la corruption. Je suis juriste. Je ne vais plus m'intéresser à ce cadre. Mais il a bien conclu en disant qu'en dépit des textes, la corruption est là. Alors j'ai accepté de l'aborder, et je préfère l'aborder comme un phénomène social. Le phénomène de la corruption. Alors pour définir ce phénomène, j'interroge tout le monde. Qui n'a jamais dîné avec la corruption dans la service? La corruption est devenue un phénomène habituel. On peut résumer parce que la loi même de 2005 elle-même a eu du mal à définir la corruption. Et elle a défini la corruption des termes laconiques. Ce sont des pratiques semblables aux infractions assimilées, sanctionnées par la présente loi. C'est la loi de 2005. Mais la corruption, en réalité, c'est un abus de pouvoir, un abus d'autorité. Quelqu'un utilise sa fonction, sa position pour se faire payer. C'est un détournement des services publics ou d'un service d'intérêt public à des fins personnelles. Corrompre, se faire corrompre, c'est un détournement de pouvoir, c'est un abus de pouvoir. Quelqu'un vend sa fonction pour octroyer un droit là où il ne fallait pas, ou s'abstenir de prendre une décision là où il devait le faire, pour obtenir en récompense un gain personnel. C'est ça la corruption en tant que phénomène social. C'est pourquoi je dis, chacun de nous a déjà croisé d'une manière ou d'une autre la corruption. De cette définition, on peut se poser la question,
quel est le rapport entre la corruption et la bonne gouvernance? Je ne suis pas économiste comme l'inspecteur général chef des services, mais j'ai identifié quelques indicateurs de bonne gouvernance tels que décrits par la Banque mondiale. Parmi les indicateurs de gouvernance, il y a la responsabilité citoyenne, et c'est bien que les citoyens prennent l'engagement aujourd'hui. Il y a le facteur stabilité politique, il y a l'efficacité des services publics, la qualité de la réglementation. Mais ce sont les derniers indicateurs de la bonne gouvernance qui nous intéressent particulièrement. C'est la promotion de l'état de droit et la maîtrise de la corruption. Parce que la corruption existe partout. Nous connaissons beaucoup de mauvaises pratiques dans notre pays. La grande corruption, le détournement des deniers publics, la petite corruption, la mutualisation hiérarchique. Vous savez ce que c'est? Ce que font les officiers ou les agents de police. La corruption en chaîne. Toutes ces mauvaises pratiques produisent quoi comme conséquence par rapport à la bonne gouvernance? Regardons les indices. 35 ans après, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce que nous avons reçu de nos aînés, nous ne puissions pas le donner à nos enfants ou aux jeunes générations? S'il vous plaît, c'est aussi un indicateur de la corruption qui montre le niveau de dégradation de l'espace, de l'environnement, quel qu'il soit. Et ceci me ramène peut-être au troisième point de parler des secteurs concernés par la corruption. Plutôt que de citer tous les secteurs, mon prédécesseur l'a dit, tous les secteurs sont concernés par la corruption. La Cinco, en 2009, disait, je reprends, on peut tout acheter en République démocratique du Congo. On peut tout acheter chez nous. On peut acheter des décisions de justice. On peut acheter un titre universitaire. On peut acheter une promotion. On peut acheter une attestation quelconque. On peut acheter, même si cela est vendu, mais acheter autrement, un passeport, un permis de conduire, et que sais-je encore. On peut tout acheter. Est-ce qu'on peut avancer? La corruption est donc une résistance à la bonne gouvernance. Et par rapport au développement économique, j'ai indiqué que la corruption ne peut pas promouvoir le développement économique. Elle ne peut pas. En effet, lorsqu'on regarde le coût économique du phénomène de corruption, dans mes derniers échanges fructueux avec l'inspecteur général chef des services, il aura l'occasion, avec la bravoure du travail qu'il est en train de faire, d'évaluer, quant à lui, le coût économique de la corruption dans notre pays. Il y a quelque temps, on parlait des 15 milliards. Mais même alors, comment peut-on, lorsqu'on parlait des 15 milliards de budget, avoir un budget de 5 milliards officiels et avoir de l'argent qu'on perd de plus de 10 milliards, voire même 15 milliards? C'est une interrogation nationale. S'il vous plaît, regardons l'environnement national, international et africain. Regardons les pays autour de notre pays. Regardons la taille
des budgets de tous les pays qui sont autour du Congo. Les efforts fournis aujourd'hui nous amènent à 10, à 12. Puis il y a sous peu, on avait un budget de 5 milliards. Est-ce que lorsqu'on regarde tout autour de nous, les pays limitrophes que nous avons, nous méritons ce budget? Est-ce que la représentation nationale, ça signifie l'Assemblée nationale et le Sénat, lorsqu'ils nous présentent un budget de 10 milliards, mieux, autrefois, un budget de 5 milliards, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel budget? Je ne suis pas mathématicien. Le calcul, l'exercice que je vais faire, ne répond pas aux normes économiques d'évaluation des critères de développement. Mais si on nous dit qu'on a 100 millions de Congolais aujourd'hui, on est à 100 millions, et qu'on a un budget de 10 milliards, ça signifie les 10 milliards, si on veut les diviser à 100 millions de Congolais, que chacun vienne prendre sa part dans cette richesse budgétaire. Chaque Congolais aura 100 dollars par année. 100 dollars par année. Parce que le budget est annuel. Et par mois, il y aura combien? 8 dollars, 100 divisé par 12. Et par jour, il y aura combien? 0,000. C'est une approximation que les économistes ne peuvent peut-être pas admettre, mais c'est un repère qui nous permet de manière chiffrée à mesurer l'importance et l'impact du budget sur notre situation. Sur notre situation. Donc, vous voyez bien que garantie de développement, c'est difficile que la production soit ici. Maintenant, quels sont les secteurs concernés par la production? Il y a des foyers ardents. Les régies financières, le secteur économico-financier, le budget, les foyers ardents, donc ces points sont des points chauds de la production. À peu près 60% du chiffre identifié comme étant coût économique de l'argent que nous perdons. Les foyers à risque, ce sont des foyers qui peuvent être des foyers de corruption. C'est le cas de la magistrature. C'est le cas des services d'immigration. Donc nous avons des points chauds et des points à risque. Mon prédécesseur n'a pas voulu relever que pour évaluer notre situation par rapport à la corruption, je ne sais pas si je vais appeler ça un indice de développement, il y a le rapport d'évaluation des Transparency International. On prend 180 pays, on essaie, sur base des critères qu'on définit, d'évaluer le niveau de corruption de chaque pays. Chez nous, depuis 2 ans, 3 ans, nous tournons en 10e et 8e pays le plus corrompu du monde. 8e et 10e pays. Chers amis, vous voyez, quelles sont les solutions? On n'est pas venu simplement que décrier la corruption. Les solutions, on a parlé de la loi, mais on peut parler aussi des agences pénales et des agences de lutte contre la corruption. L'agence classique de lutte contre la corruption, c'est le service public de la justice. Après, nous avons les agences pénales. Nous avons fort heureusement aujourd'hui l'inspection générale des finances, qui sont des agences qui répondent à la volonté politique largement exprimée actuellement pour se mettre en ordre de bataille pour lutter contre la corruption. Maintenant, faut-il évaluer le travail de ces agences? Il ne m'arrive pas dans mon thème à mettre un point là-dessus. Mais, quelle que soit la logique envisagée pour lutter contre la corruption, il se présente toujours 2 axes. Soit la répression, on sanctionne les gens, soit la prévention. Mais en tant que pénaliste,
je suis convaincu que la meilleure prévention, c'est la répression. Parce que c'est lorsqu'on sanctionne, on peut dissuader les gens. En conclusion, on n'a sûrement les temps pour les questions. Il n'est pas nécessaire de rappeler le dégât causé par la corruption dans notre pays. Mais il est important que nous ne manquions pas de solutions. Ce que fait l'hygiène fait partie du redressement. Mais pour ma part, en tant que pénaliste, le philosophe Pascal disait l'homme n'est ni ange ni bête. Et pour redresser un homme, pour le discipliner, il faut le menacer par la loi pénale, par les dispositions répressives. Il faut donc des sanctions. Et si nous ne restaurons pas la sanction dans tous les sens, que ce soit dans le sens judiciaire, que ce soit sur le plan administratif, je vais conclure par là. Nous aurons beaucoup chanté et même l'hygiène qui est en train de se battre risque de se sentir isolé à moi. N'oublions pas que la plus grande victime de la corruption et du détournement du deniers publics, c'est le peuple, c'est la population ici. C'est pourquoi je pense, elle qui est la victime principale, doit s'approprier cette lutte-là pour limiter le taux de victimisation qui lui est imposé par les agents de la corruption, les corrupteurs et les corrupteurs. Donc on est certain qu'en luttant contre la corruption, on peut améliorer le bien-être de la population. Il faut donc lutter contre la corruption, encore une fois, en restaurant la sanction. Seule la sanction, aujourd'hui, peut nous libérer au stade que nous avons atteint, au niveau que nous avons atteint. Donc, après la corruption, vive la lutte contre la corruption et merci aux autorités du pays pour avoir restauré cette lutte-là avec l'inspection générale des finances qui nous a invités aujourd'hui. Encore une fois, merci. Qui va aborder la question. Monsieur l'inspecteur général, chef de service, monsieur le recteur, messieurs et mesdames membres du comité de gestion, messieurs les professeurs, camarades étudiants. Je viens de constater tout à l'heure que mon thème a été légèrement changé. Mais je voudrais bien axer ma communication sur le premier thème qui m'avait été confié, qui est l'importance de l'appropriation par la jeunesse estudiantine de la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. D'entrée de jeu, je voudrais préciser que je ne suis pas académicien, je ne suis pas professeur, mais je suis un homme de terrain. Homme de terrain, mais aussi victime de la corruption et des antivaleurs. Ça veut dire en d'autres termes que je voudrais faire un exercice impliqué dans la lutte contre la corruption et les détournements de l'argent public. Le troisième point, la nature de la contribution de l'étudiant à la lutte contre la corruption et les détournements de l'argent public. Et le dernier va être consacré à la conclusion. Si je n'arrive pas à terminer,
je suis persuadé que cette communication fera peut-être l'objet d'une publication dans une revue ici à l'Université de Kinshasa, ce qui va être une très bonne chose. Alors, en termes de définition des concepts, je voudrais commencer par l'étudiant. Qu'est-ce que j'entends par étudier? Je sais que les professeurs qui enseignent ici pourraient éventuellement développer des définitions plus savantes. Mais je voudrais tout simplement prendre une définition simple et citoyenne. Je pense que dans les milieux universitaires, l'étudiant a la possibilité de rencontrer au quotidien les anciens dirigeants du pays, comme le professeur Luzolo qui vient de nous parler. C'est un ancien ministre que tout le monde n'a pas l'occasion de rencontrer au quotidien. Mais vous, les étudiants, vous en avez la possibilité. Et donc, cet homme est une source d'inspiration pour vous. Mais en même temps aussi, vous rencontrez dans les mêmes milieux des futurs dirigeants du pays, dont vous-même. Parce que je suis convaincu que telle est l'ambition de chaque étudiant, de devenir quelqu'un de très important. Pas seulement pour lui-même, mais particulièrement pour son pays. Parce que beaucoup qui ont étudié pour eux-mêmes, ils sont à la base de la débâcle du Congo aujourd'hui. Et donc, l'étudiant est au quotidien en contact avec l'élite du pays. Et l'université de Kinshasa, c'est vraiment un milieu élitiste. Et l'élite, c'est en fait une référence pour un pays, une référence pour une nation. Et l'élite est composée des professeurs qui sont ici, qui font en fait autorité dans certaines matières. Et les étudiants peuvent s'inspirer de telles personnes pour pouvoir, n'est-ce pas, booster leur avenir. Je voudrais dire aussi que dans les milieux universitaires, pour notre nation, pour notre génération, on dirait que nous avons dans ces milieux affaire aux influenceurs. Les hommes et femmes dont le comportement peut influencer positivement ou négativement la jeunesse qui est ici. Ce qui est important. Et je voudrais enfin, par rapport à cette première définition, dire que l'étudiant intègre directement ou indirectement les bonnes et les mauvaises habitudes qu'il voit dans le milieu universitaire. Donc vous devez comprendre, camarades étudiants, que vous êtes une jeunesse. On peut vous empoisonner, et c'est la pratique dans notre pays, de plus en plus. On peut vous assassiner, comme on le voit dans d'autres pays. Et donc, nous devons comprendre que nous donnons des cours, mais nous subissons, ou nous subirons aussi des cours. Et c'est pour ça que la lutte contre la corruption n'est pas quelque chose de facile. Je suis content que nous soyons nombreux ici. Peut-être qu'à la fin de cette session, il y aura des hommes et des femmes qui vont s'engager pour la corruption. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être confronté à la corruption? Vous êtes un promoteur de la lutte contre la corruption, mais vous vous retrouvez un jour devant quelqu'un qui veut vous donner de l'argent pour avoir un droit que vous n'avez pas, et entre-temps, vous avez 0 franc dans votre poche, et on vous tend 5 000 $. Le combat commence d'abord à l'intérieur de vous-même. Je prends ou je ne prends pas. Ça peut être un professeur. Vous avez un enfant malade, mais il y a un étudiant qui n'a pas réussi, qui vous amène 2 000 $ parce qu'il doit absolument réussir. Vous faites quoi? Le combat commence d'abord là. Si vous n'arrivez pas à remporter la victoire intérieurement,
matériellement, vous ne pouvez pas. Vous allez penser à votre enfant qui est malade et vous prendrez l'argent. Et dans cette salle ce matin, je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui sont tombés. Il y a plusieurs qui sont tombés et plusieurs tomberont encore. Mais il est très important que nous puissions. Il est très important que nous puissions faire très attention. Sur les minutes qui me restent, je voudrais tout simplement dire qu'il est important que l'étudiant congolais s'implique dans la lutte contre la corruption. Pourquoi? Parce que d'abord, l'article 5 de notre Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple congolais. Et vous et moi, nous sommes membres de ce peuple-là. Et en tant que tel, la République nous appartient à nous tous. Et l'argent de la République vous appartient, m'appartient en tant que citoyen. Et comme c'est mon bien en tant que citoyen, j'ai droit à être informé comment fonctionnent, comment sont gérées les finances de mon pays. Ce n'est pas trop demandé. Et je pense que c'est de l'argent qui nous appartient. Et l'article 58 de la Constitution dit que tous nous devons vivre, n'est-ce pas, des richesses nationales. Et donc, parce que la Constitution nous donne ces droits sur la richesse nationale, dont l'argent public, il est clair que nous devons nous impliquer dans ce combat. Pour terminer, quelle doit être la nature du combat, de la contribution de l'étudiant à la lutte contre la corruption? Première chose, l'étudiant doit pouvoir s'intéresser à la lutte contre la corruption en se formant et en s'informant. Et le travail que l'IGF fait, c'est un travail très important qui ne devrait pas laisser l'étudiant ignorant. Deuxièmement, l'étudiant doit pouvoir dénoncer tout acte de corruption. Il doit pouvoir dénoncer tout acte de corruption. Et je voudrais vous dire que si vous ne pouvez pas le faire vous-même, contactez les organisations de la société civile, dont la ZADO, mon organisation, et nous allons assurer le fait. Troisièmement, l'étudiant doit pouvoir sensibiliser ses collègues sur la corruption et sur ses méfaits. Il doit pouvoir refuser de corrompre et de participer à tout acte de corruption. Il doit prendre l'engagement de participer aux actions citoyennes publiques contre la corruption. Voilà les quelques mots que je voulais échanger avec vous à cette occasion. Le temps ne l'a pas permis que j'aborde toutes les questions préparées, mais la communication sera publiée.